Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de Questions Éco ce soir, cash et leaders digitaux de demain. En première partie, tour d'horizon d'abord sur la question épineuse de la circulation massive de la monnaie en liquide dans l'économie en dépit de la crise Covid-19 et des incitations du fisc. Le cash en circulation au Maroc est estimé à quelques 300 milliards de dirhams. Mais qu'en est-il vraiment? Khalid Ziani, expert, répondra à nos questions. En deuxième partie, nous reviendrons sur l'initiative citoyenne digitale de l'association Moroccan Millennium Leaders en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer sur les enjeux de la digitalisation au Maroc afin de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes dans ce chantier. Le président de cette association sera avec nous pour parler de ce sujet important en ce moment puisque beaucoup relatent la relance économique à la digitalisation des acteurs économiques. Bienvenue à tous. Le cash en circulation au Maroc a atteint un nouveau record à fin 2020 avec une hausse considérable et ce malgré la crise sanitaire et les fortes pertes d'emplois. C'est en tout cas ce qu'affirment les observateurs et spécialistes du secteur financier au Maroc. Plus de détails avec Alain Nani. À fin 2020, le cash en circulation au Maroc se portait à plus de 300 milliards de dirhams, en hausse de 20% par rapport à 2019. Cette dernière s'explique par la mise à disposition des aides aux ménages via le réseau des guichets, financé par le Fonds spécial anti-Covid-19. Le réseau des guichets automatiques bancaires a réalisé pour sa part près de 289 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères. Selon le Centre monétique interbancaire, l'extension du réseau des guichets automatiques bancaires s'est ralentie avec l'installation de seulement 121 nouveaux GAB durant l'année écoulée, permettant au réseau d'atteindre 7734 GAB, soit une augmentation de 1,6% par rapport à 2019. En 2020, et pour la première fois, les opérations de retrait d'argent par carte bancaire marocaine sur les guichets automatiques ont diminué. D'après les derniers chiffres du CMI, elles sont en baisse de 10,3% par rapport à 2019. Ce phénomène serait dû aux précautions liées aux mesures sanitaires contre le Covid-19. Les Marocains ont donc opté pour le sans contact. En 2020, le paiement en ligne s'est envolé de 46% à 5,7 milliards de dirhams. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Khalid Ziani, expert en IT et télécom. Bonsoir Khalid Ziani. Bonsoir. Alors, on a écouté que ces chiffres-là, mais selon vous, combien de cash circule réellement dans l'économie marocaine? Alors, la source pour ce chiffre, elle provient de Banque El Maghreb. Et effectivement, en fait, c'est le niveau de retrait pendant l'année 2020 sur les guichets automatiques de banque et les DAB. Et comparativement à 2019, il y a une augmentation de 20% des retraits de cash à partir des distributeurs automatiques de banque. Mais dans la réalité, le cash concerne la totalité du monde de l'informel. Donc il faut rajouter à ce chiffre de 312 milliards communiqué par Banque El Maghreb toute la partie utilisée par l'informel, l'économie informelle, qui est estimée, donc nous sommes plutôt aux alentours de 450 à 500 milliards de cash réellement utilisés au Maroc. Et justement, ces centaines, voire 200 milliards de dirhams qui circulent en cash, notamment dans cette économie informelle, selon vous, Comment ces liquidités-là, cet excès de liquidités impacte-t-il réellement notre économie? On entend beaucoup de chiffres, notamment de la CGEM il y a quelques années, sur l'impact de l'économie informelle, mais sur cette question de cash, quel est l'impact direct d'abord sur l'économie et aussi sur la liquidité des banques? Alors le cash est un phénomène qui représente beaucoup de problématiques au Maroc. Nous avons des problématiques d'évasion fiscale, nous avons des problématiques d'évasion sur les cotisations sociales, nous avons des problématiques parfois de corruption. Tous ces maux sont à chaque fois symptomatiques de la circulation du cash et donc l'augmentation du cash
n'est pas un bon signe pour une économie. Au Maroc en particulier, il faut arriver à cerner pourquoi les Marocains utilisent ce cash. Et on voit bien, notamment dans la partie informelle, que cet usage est fait pour échapper aux règles fiscales, sociales, et cela pénalise l'économie, puisque la diminution de l'assiette de cotisation fiscale ou sociale pénalise grandement l'économie. Oui, alors, pénalise grandement l'économie, mais selon vous, est-ce que cette crise sanitaire de Covid-19 a justement exacerbé ces failles déjà existantes avant 2020 ? Oui, la crise du Covid-19 a révélé au moins une chose, c'est que nous avions 5,1 millions de foyers qui n'étaient pas concernés par les programmes sociaux, par la fiscalité. Et ça a été un très grand révélateur qui a choqué tout le monde, sachant dans un foyer entre 3 et 5 personnes, vous imaginez, ça fait entre 15 et 20 millions de personnes qui ne sont pas concernées par l'économie réelle, l'économie structurée. C'est une vraie problématique qui a été révélée par le Covid-19. Donc, s'est posé la question pendant le Covid-19 sur comment atteindre ces populations. Parce que pour la première fois, il a fallu les atteindre d'une manière urgente pour les secourir, pour leur transférer les aides. Et ces populations-là étaient complètement inatteignables. Donc, il a fallu ruser. Nous avons utilisé notamment les télécoms, le téléphone, pour identifier les personnes, pour les recenser, pour ensuite leur envoyer les aides avec la solution de mise à disposition qui a été choisie par le comité de veille économique. Donc le révélateur de cette crise, ça a été que nous avons une très grande partie de la population qui est exclue de tout et où l'État n'est pas capable de les atteindre, de leur envoyer des informations, de leur envoyer des aides. Et donc, c'est ce qu'on appelle les KYC, Know Your Citizen. Et sur le plan de l'économie, c'est impératif que les services de l'État, les services des collectivités territoriales puissent connaître les populations qu'ils administrent. Et ça a été un révélateur. Le Covid-19 a révélé que 15 à 20 millions de personnes n'étaient pas atteignables par les services de l'État. Et n'étaient pas non plus, pas tous peut-être, mais dans ce circuit formel de l'économie. Alors, parlons à présent d'une autre catégorie, et notamment celle adressée par le fisc par rapport à ce dossier de l'amnistie sur le cash. On va rappeler que près de 5 milliards de dirhams ont été déclarés dans le cadre de cette opération d'amnistie, 240 millions déjà encaissés par la DGI. Selon vous, est-ce que cette opération d'amnistie a eu vraiment l'impact escompté ? Est-ce qu'on aurait pu peut-être collecter beaucoup plus de cash en circulation par rapport à cette opération, bien sûr, fiscale ? Oui, on aurait pu collecter. La conjoncture de la pandémie a quand même considérablement ralenti ou diminuer l'impact de cette amnistie. On aurait pu collecter comme l'ancienne amnistie de l'ordre de 20 à 30 milliards. Bon, là on a collecté 5 milliards. En fait, c'est essentiellement des professions libérales qui ont régularisé leur situation, qui ont trouvé là l'occasion de régulariser leur situation avec le fisc et de redéclarer des sommes qu'ils avaient perçues, qu'ils n'avaient pas déclarées. Et donc de repayer, mais c'est très faible, 240 millions de taxes encaissées sur 5 milliards redéclarés, c'est assez faible. Mais la conjoncture économique l'explique en grande partie. Je pense que l'opération d'amnistie devrait plutôt être programmée dans un environnement de rebond économique. Pour l'instant, nous sommes à des niveaux très faibles. Alors, bon, avant de parler des alternatives,
Comment réduire ce cash en circulation, selon vous, en tant qu'expert, notamment en technologie de l'information, Khalid Ziani? Comment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire le cash en circulation? Alors, l'alternative au cash, c'est la monnaie numérique, les moyens de paiement numériques. Les moyens de paiement numériques, c'est pour les banques, les virements, les prélèvements, quelquefois les effets, les chèques. Et pour les établissements de paiement ou autres, c'est toute la manipulation de la monétique en carte bancaire. Et donc, ces moyens dits numériques sont les moyens dits qu'on appelle des moyens digitaux avec lesquels on peut faire des transactions, c'est-à-dire payer, recevoir de l'argent. Et ces moyens numériques sont à favoriser par rapport au cash. Le cash est un moyen, c'est un actif monétaire. Les billets de banque, les pièces de monnaie sont des actifs monétaires qui permettent, dans une économie non connectée, non digitalisée, de faire des échanges de biens et de biens en contrepartie de la monnaie. Pour le moyen digital, ces mêmes échanges se font en contrepartie d'une monnaie dite numérique. Alors c'est bien, juste pour préciser, voilà, c'est toujours en dirham, c'est pour préciser que cette monnaie numérique n'a rien à voir avec les bitcoins. Pas du tout, c'est vraiment une monnaie numérique nationale et qui est dans la devise nationale. C'est du dirham, mais traduit de façon numérique. Quand vous payez quelqu'un, vous le payez soit par virement, soit par carte bancaire, soit vous êtes vous-même prélevé. Et donc, ces moyens numériques d'échange de paiement sont la partie digitale qui représente une monnaie numérique qui n'est pas une monnaie papier ou une monnaie de pièces de monnaie. Très bien. L'avantage de ces moyens digitaux, c'est qu'ils permettent des échanges instantanés, indépendants du lieu géographique où vous êtes. Donc, vous pouvez payer quelqu'un de n'importe où, à partir de là, il suffit juste d'être connecté. Et ils permettent une égalité et une instantanéité des échanges. Oui, mais ça coûte de l'argent, Khalid Ziani. Alors, effectivement, en fait, l'ensemble du système coûte de l'argent parce qu'il faut des data centers, des bases de données. Non, mais ça coûte de l'argent aussi à l'utilisateur. À l'utilisateur, actuellement, il y a un système, effectivement, de paiement de commission instauré par les banques pour les virements et les prélèvements, et un système de paiement d'interchange instauré par le régulateur national sur les paiements par carte bancaire et par wallet, par le mobile. Donc, ces deux systèmes de commission, c'est là où il faut agir. Et c'est là où il faut rendre, par rapport au cash, une égalité de traitement. Le cash, actuellement, ne coûte rien à celui qui paye. Et il ne coûte rien à celui qui reçoit. C'est-à-dire, quand vous payez quelqu'un avec la monnaie, il reçoit la monnaie en billet de banque ou en pièces de monnaie, ça ne lui coûte rien, il ne paye rien. Le commerçant ou le particulier qui reçoit ou qui paye ne paye rien. C'est Banque al-Maghrib, l'émetteur de cette monnaie, qui paye l'encre pour imprimer, le papier spécial pour imprimer, et ce coût de Banque al-Maghrib est réparti ensuite sur l'ensemble du système monétaire. Dans l'autre cas, en fait, comme Banque al-Maghrib n'émet pas, et c'est du numérique, n'imprime pas, cette partie de la monnaie, elle est totalement numérique, et la seule façon de la rémunérer, de rémunérer les systèmes d'information qui la gèrent, c'est de taxer les transactions. Et cette forme de taxation de transactions, actuellement, au Maroc, elle est obsolète. Il faut la réguler, comme ça a été fait dans d'autres pays, depuis longtemps d'ailleurs. Et au Maroc, malheureusement, ce système de facturation des commissions n'a pas été réformé. Très bien. Il faut le réformer, voilà. Et pour
pour booster davantage ce projet de mobile money qui tarde à prendre chez nous au Maroc, n'est-ce pas Khalid Zeni? En tout cas, je vous remercie pour l'ensemble de vos explications et rappelle que vous êtes donc expert en technologie de l'information et télécom. Merci beaucoup. Merci. Et pour rester dans le digital, nous passons à la deuxième partie de Questions Écho. De la numérisation de la monnaie à la digitalisation des procédures administratives, c'est un sujet de Ala Nani. Sur 453 démarches électroniques, seulement 104 sont complètement dématérialisées. Ces chiffres ont été annoncés tout récemment par le ministère des Finances dans le cadre d'une étude sur la maturité des services en ligne. Pour ce qui est des e-services, 38% destinés aux professionnels sont informatifs seulement, tandis que la dématérialisation complète ne concerne que 25% d'entre eux. D'après les analystes, pour assurer le succès de cette transformation digitale, le Maroc devra renforcer sa gestion de projets e-gov, former les ressources humaines adéquates et surtout améliorer les infrastructures et la connectivité existantes. À fin 2019, près de 70% de la population marocaine a accès à Internet, soit 13% de plus qu'en 2018. La digitalisation de l'économie marocaine contribuerait, selon les observateurs, à l'inclusion des jeunes dans l'économie marocaine et la démocratisation de l'entrepreneuriat à cette frange importante de la population. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Maroua El-Idrissi, président de l'association Moroccan Millennium Leaders. Bonsoir Maroua El-Idrissi. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Avant de parler de l'initiative que vous venez de lancer en partenariat avec Konrad Adenauer, la fondation, qui sont, selon vous, les leaders digitaux de demain? Tout d'abord, tout leader est aujourd'hui appelé à mener à faire sa transformation digitale et à s'accommoder à toute la transformation numérique qui est en train d'être opérée. Et tout leader doit être inscrit dans un processus de développement de compétences qui est un processus continu. Aujourd'hui, chaque leader, qu'il soit personne physique ou morale, organisation, est amené à prendre part et à prendre note dans ce processus de transformation numérique. Pour nous, le digital leader, c'est un leader à l'ère du numérique. Cela signifie que c'est un leader qui comprend les enjeux de la transformation numérique et de la digitalisation, autant qu'il comprenne ce qui régisse l'activité quotidienne comme le commerce, la loi, la gestion. En fait, quand on dit le développement de compétences qui est nécessaire, nous sommes tous amenés à développer une certaine compréhension du numérique tout en mettant en pratique ce qui fait de nous des leaders dans notre domaine. Mais quand on dit comprendre le numérique, cela ne veut pas dire qu'il est nécessaire qu'on devienne des technologues ou des codeurs, mais il s'agit simplement qu'on puisse être conscient de cette transformation numérique, identifier et qu'on ait aussi l'humilité de reconnaître nos lacunes et d'identifier les opportunités dans un monde très connecté, surtout avec l'émergence dans notre société, ce que nous appelons les digital natives. Et tout leader aujourd'hui doit faire cette transformation pour qu'il soit un digital ready. Justement, c'est l'un des objectifs, n'est-ce pas, de ce Digital Bootcamp que vous venez de lancer. Comment, justement, comptez-vous vous distinguer par rapport aux autres Digital Bootcamp qui se font, et comment comptez-vous former ces leaders digitaux de demain? Alors, tout d'abord, le Digital Bootcamp fait partie d'une initiative que nous lançons qui s'appelle Citizen Digital Initiative. Donc, c'est une initiative sur 4 temps. Le Digital Bootcamp en fait partie. Mais d'abord, il y a le Digital Lab Day, qui est une plateforme que nous souhaitons développer avec notre partenaire Konrad Adenauer, où on réunit l'ensemble des parties prenantes en ce qui concerne le digital et le développement de la transformation numérique et de tout ce qui l'accompagne. En deuxième temps, il y a le Digital Bootcamp, qui est 40 heures de formation dédiée à une dizaine de jeunes que nous avons sélectionnés, que nous accompagnons depuis la matérialisation de leur idée, comment ils la développent, à l'opérationnalisation. Après le Digital Bootcamp, il y a un programme qui s'appelle Digital Mentoring. Là, il va falloir qu'on accompagne ces jeunes après avoir été formés dans le digital
qu'ils puissent être opérationnels via que ce soit un statut d'auto-entrepreneur ou un statut juridique qu'ils constitueront pour qu'ils puissent exercer leur activité. Nous les accompagnerons par un coaching personnalisé pendant 6 mois pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Et dans un quatrième temps, il y a ce qu'on appelle le Digital Expert Roundtable. C'est une plateforme qui réunit les opérateurs dans le secteur du digital qui sont amenés à réfléchir les enjeux de la transformation numérique au Maroc. Alors, hors cette initiative, comment le digital peut-il encourager l'entrepreneuriat au Maroc, Marouane El Idrissi? Alors, l'Agence de développement digital avait énuméré, je pense, qu'à l'horizon 2025, il y aura la création de 2500 startups au Maroc. Donc, ça se voit que c'est un levier de création d'emplois. Mais également, il faut aussi qu'on accompagne ces PME aujourd'hui et ces auto-entrepreneurs dans leur transformation numérique. Peut-être en cela, toutes les parties prenantes sont amenées à intervenir dans ce chantier pour qu'on ne les laisse pas à la traîne. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un domaine qui intéresse la jeunesse. Et c'est ces digital natives qui ont des idées, qui ont une économie du savoir, qui peuvent exercer essentiellement à travers l'entrepreneuriat, et c'est dans ce sens que le Moroccan Millennium Leaders est convaincu que le digital peut être un levier du développement économique. D'ailleurs, nous sommes prêts à être partenaires et partie prenante dans les enjeux de la digitalisation au Maroc. Oui, alors vous avez parlé des parties prenantes. Bien sûr, il y en a beaucoup. On a tendance à oublier d'ailleurs la société civile en tant que partie prenante, n'est-ce pas, dans l'accélération du processus de digitalisation. Mais voilà, il y a certains freins. Est-ce que vous pensez que ceux qui persistent au Maroc sont plutôt financiers ou culturels ? Alors, en ce qui concerne les freins, déjà le Covid nous a montré qu'il y a certaines lacunes dans les enjeux dans la transformation numérique au Maroc, qu'il y a peut-être certains retards malgré la mise en place de nombreuses stratégies. Mais il y a aussi un mindset qui a été secoué peut-être par le Covid-19. Nous avons tous pris conscience que le digital a été le seul outil pour nous de travailler, de continuer à commercer. Et aujourd'hui, nous sommes tous amenés à opérer cette transformation d'état d'esprit quant à l'utilisation du digital. Et en tout cas, le décideur public, je pense qu'il a pris conscience de cela. On voit qu'il a utilisé l'application Wiqayatuna en plein temps du Covid. Maintenant, dans la campagne de vaccination, on utilise une solution digitale de la plateforme qui est Liqah Corona. Donc, je pense que la volonté politique y est. Après, il faut peut-être rassurer aussi l'ensemble des opérateurs économiques, du décideur public, mais aussi les citoyens quant à l'utilisation du digital. En cela, par exemple, il y a le cloud qui peut être un accélérateur de la transformation digitale. Peut-être il suffit juste de rassurer l'ensemble des parties prenantes quant à son utilisation. Alors oui, justement, parce que c'est notre rôle aussi en tant que média et vous en tant que société civile pour rassurer, comme vous le dites si bien. Merci beaucoup Marouane El Idrissi, président de l'association Moroccan Millennium Leaders, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous Khadija, merci. Et puisqu'il s'agit de digitalisation dans cette émission, si vous ne le savez pas encore, eh bien, sachez que Medi 1 a lancé son nouveau média digital, Medi 1 News. C'est un fruit, bien sûr, de synergie entre les rédactions de Radio Méditerranée Internationale et Rémi et Média TV, avec ses productions numériques natives, une expérience singulière du traitement de l'information. Bien sûr, il y a des articles multimédia au contenu vidéo, audio aussi, à travers des podcasts également, des capsules informatives, notamment en économie. Bien sûr, je parle d'économie puisque l'émission traite de ce secteur. Il y a également des décryptages comme ceux que nous avons sur Question Éco. Voilà. Bref, donc un format innovant digital pour comprendre et suivre l'actualité. Donc vous pouvez suivre les événements et leur développement, ce soit au Maroc, dans notre région du Maghreb, en Afrique et aussi dans le monde, sur, notez-le, Media1news.com. Vous pouvez télécharger l'application Media1news sur votre smartphone. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.